parle avec le cœur, ce n'est pas pour demander des récompenses, mais les gens oublient que ce pays-là ne s'est pas levé un jour pour avoir ces changements. Parce que des luttes ont été menées par ces personnes que vous avez vues derrière. Des luttes ont été menées parce que, pour vous dire, lorsque l'engagement et les problèmes ont eu lieu dans ce pays, et que le président Macky Sall avait décidé de reporter les élections, et que le président Macky Sall était en train d'emprisonner les gens, et qu'il y avait nos enfants, et il y avait nos jeunes frères qui étaient en train de mourir, nous nous sommes levés en tant qu'organisation syndicale. Et nous avons créé ce qu'on appelait une synergie des travailleurs. Un des responsables, tous, nous étions membres avec les gens de l'éducation. Et c'est nous qui avons mis en place Aar Sunu Élection. Le premier point de presse qui avait été animé, c'est moi-même qui avais fait la version Wolof et le professeur Babacar Gaye avait fait la version française. On ne se battait pas contre le régime de Macky Sall. On ne se battait pas pour Sonko, mais pour que notre pays, et que pour l'avenir de notre pays, que nos enfants puissent avoir. Il faut que ces gens-là qui arrivent au pouvoir le comprennent. Nous avons été surpris de voir qu'on pensait beaucoup plus à nommer à des postes de responsabilité certaines personnes qui se disent être ou s'être battues pour que le changement. Les changements n'ont pas commencé aujourd'hui. Quand on parle de Valdiodio Ndiaye, quand on parle de Demba Diop, quand on parle de Cheikh Anta, toutes ces personnes, soit dans le cas théorique ou des combats de terrain, et certains même ont perdu la vie pour qu'on en arrive aujourd'hui. C'est pour ces raisons nous ne faisons que le rappeler, en disant que quand on se battait, c'est pour avoir un État. Un État, c'est l'équité, c'est la justice. Ce n'est pas parce qu'on s'est battu qu'on doit avoir un poste de direction. Ce n'est pas parce qu'on s'est battu qu'on doit occuper des postes de responsabilité. Nous sommes battus pour qu'il y ait cette rupture, qu'une fois qu'il y ait un changement, que chaque Sénégalais puisse occuper des postes de responsabilité par rapport à la compétence. L'autre élément, il l'a souligné tout à l'heure, c'est le manque de dialogue et de discussion avec les travailleurs. Et ça, réellement, c'est regrettable de le souligner, ce n'est pas normal. C'est pour ces raisons que vous avez vu, je sais très bien que moi-même, quand j'allais au Cap Manuel, parce qu'il y avait un de nos camarades, Ablaye John, qui était en prison, qui était dans la même cellule que le président Diomaye, je lui rendais visite et dans le tassé mang mom donc vous comprenez aisément, chaque fois ça fait mal que parfois on voit dans la situation et les gens ne demandent qu'à discuter sur les problèmes des travailleurs, pas sur notre problème personnel, mais sur le problème des travailleurs. Donc je vais vous partager avec vous la teneur de cette déclaration liminaire. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers camarades secrétaires généraux, chers invités, à vos rangs et qualité. Donc, les instances se sont réunies le 5 passé. C'était en vue d'évaluer le dernier plan d'action, mais aussi de dérouler un nouveau plan d'action. Et ce nouveau plan d'action se décline comme suit, c'est-à-dire on a fait la note d'information. Ensuite, il y a le point de presse d'aujourd'hui qui s'est tenu ici au siège de la FGTSB. Il y a le rassemblement qui va se tenir aussi à Touba, parce que nous avons pensé décentraliser les activités. On devrait le faire à l'hôpital Louké de Diourbel, mais finalement on le fera à l'hôpital Ndamatou de Touba. Ce sera le 27 février. Il y a une rencontre aussi avec les partenaires techniques et financiers. Pourquoi une rencontre avec les partenaires techniques et financiers? Ce sont les bailleurs qui aujourd'hui financent leur santé. Mais malheureusement, les gens leur donnent de fausses informations. Il est de notre devoir, pas pour diaboliser notre pays ou notre État, mais de leur donner la bonne information aussi sur ce qui se passe dans le système socio-sanitaire. On en fera autant pour la société civile, des rencontres c'est prévu, mais des rencontres aussi avec les représentations diplomatiques, c'est-à-dire les ambassades et autres. Donc, et les autorités aussi religieuses, parce que nous allons à Touba, et nous sommes en train de nous préparer pour rencontrer les autorités religieuses de Touba, de Tivaouane, et en tout cas de toutes les familles religieuses. Il y aura une grève générale aussi le 13 et le 14 mars 2025. Il y aura une marche nationale le 25 mars 2025. J'espère que cette fois-ci encore, ils ne vont pas nous refuser, parce que c'est la troisième fois que nous déposons une déclaration de marche, et le préfet, l'autorité administrative nous l'interdisent. Et bizarrement, j'ai vu avant-hier qu'ils veulent faire un rassemblement
entre l'école normale et vers la zone là. Donc, on s'excuse. Hein? Donc, et nous mettons en garde. Hein? On ne peut pas nous interdire, nous, de marcher. Nous qui sommes des travailleurs, et donner l'autorisation à des partis politiques pour dénoncer une gestion gabégique antérieure. Et qu'ils ne nous permettent pas, nous, de nous adresser aux travailleurs pour leur dire qu'ils n'ont qu'à assumer leurs responsabilités. S'ils les autorisent la prochaine fois, si le préfet interdit notre marche pour trouble à l'ordre public, je vous garantis que ceux qui seront seuls responsables de la violation de cette loi, ce sera l'autorité administrative. Et nous ne serons pas obligés de respecter ça. Et nous le disons aujourd'hui. C'est ce. Notre présence ici aujourd'hui est symbolique. Parce que c'est le siège de la FGTSB. Et tout le monde sait le rôle éminemment important que Sidya Ndiaye a joué dans le cadre du mouvement syndical. Et de beaucoup d'acquis. C'est pour ces raisons que nous réitérons encore notre félicitation, camarade EG. Pour, je dis que c'est assez lourd de remplacer Sidya. Mais je suis convaincu que vous serez en mesure de pouvoir le faire. Vous remerciez et remerciez aussi l'ensemble de vos camarades qui sont dans les collectivités locales. Je vous parlais d'Aïda et des autres, qui aujourd'hui, tous, ont voulu adhérer à la fédération. Pourquoi? Les gens se poseront la question à savoir pourquoi les syndicats des collectivités territoriales sont dans la fédération de la santé et de l'action sociale. Vous savez, les collectivités territoriales sont du domaine décentralisé. Et la santé est un domaine de compétences qu'on a donné aux collectivités territoriales. Vous allez à l'hôpital Abbas Ndao, où notre camarade est le chef de service des soins, qui est le coordonnateur de la fédération, c'est la mairie de Dakar. Vous allez au centre de santé de Dakar Plateau, c'est la mairie de Dakar. Vous allez au SAMU municipal, c'est la mairie de Dakar, c'est la mairie. Vous allez à l'hôpital Mam Abdou, ça c'est les collectivités aussi territoriales. C'est-à-dire dans ces mêmes structures, ce sont les mêmes médecins qui sont sortis des mêmes facultés, ce sont les mêmes infirmiers, les mêmes sages-femmes qui sont sortis des mêmes écoles de formation et qui ont les mêmes problèmes que nous. Donc c'est pour ces raisons qu'il a été très facile de fédérer tout ce groupe-là pour pouvoir le faire. Nous vous remercions, camarades, par rapport à ça. Hier, on a eu une rencontre avec le ministre de la Santé. C'est pour ces raisons que je dis que c'est un pas et nous en félicitons. Qu'au moins, ceux qui refusaient de nous rencontrer nous ont appelés hier et on est parvenu à passer en revue pratiquement tout ce qui était en rapport avec les accords du 29 décembre. Et je pense que nous devons aussi de féliciter le ministre de la Santé, de l'encourager, je veux dire, mais aussi, nous disons que, bien qu'il a la volonté, comme il nous l'a exprimé, mais les véritables problèmes, ce sont des décisions politiques qui vont les régler. C'est uniquement des décisions politiques qui pourront les régler. Comme l'a souligné le camarade, il nous faut impérativement que le Premier ministre, que le Président de la République s'implique et le ministre aussi de la fonction publique. Nous regrettons aussi depuis un certain temps l'absence du ministre de la fonction publique dans le cadre des discussions pour pouvoir avancer. Sur ce, nous savons que la Fédération des syndicats, je vais essayer de vous lister les points sur lesquels aujourd'hui nous sommes en tout cas en divergence ou qui n'ont pas trouvé de solution. Il s'agit entre autres de la généralisation de l'indemnité de logement, du retard dans le paiement des salaires des contractuels. Vous savez, non seulement la contractualisation, vous comprenez ce que ça coûte, mais les contractuels qui sont au niveau du ministère de la Santé, tout corps confondu, médecins, infirmiers, sages-femmes, personnel de soutien, personnel administratif, jusqu'au moment où nous parlons, n'ont pas encore perçu leur salaire. C'est d'une extrême gravité. Il y a la gestion démocratique du personnel aussi et la convocation régulière des commissions. Avant, pour aller au pèlerinage à la Mecque, il y avait une commission avec des critères, avec des équipes qui sont mises en place sur le plan médical et avec des critères assez valables. Depuis un certain temps, il n'y a plus ces commissions pour aller à la Mecque et même aussi pour aller au lieu saint de la chrétienté. On ne fait que prendre une décision et choisir ses amis et les envoyer comme membres de la commission, ce qui n'est pas normal. Pour les bourses, ça fait plus de 4 ans, il n'y a pas de commission de bourse. C'est dans un bureau qu'on choisit
ceux à qui on doit donner des bourses. Pour les mutations, n'en parlons pas. Donc la gestion démocratique de personnel, il n'y a plus l'implication des travailleurs de la santé et de l'action sociale. De même que dans le cadre des réformes qui sont en train d'être faites sur les textes qui régissent en tout cas le bon fonctionnement de nos structures. Nous demandons aussi l'équité et la justice dans le traitement salarial des agents. Vous savez, il y a un dérèglement. Le président l'a dit, le Premier ministre l'a répété. Je rappelle que lorsqu'on faisait le travail dans le cadre de la concertation sur le système de rémunération au niveau de la fonction publique, qui avait été initié par le président Macky Sall, on était dans la même commission avec le président Diomaye. Il était là-bas en tant que représentant du syndicat des inspecteurs. Donc ils connaissent très bien ce problème-là. On l'a fait ici à Ngordiarama, on s'est retrouvé à Sali pour finaliser le document. Mais malheureusement, au moment du règlement du problème, on a choisi des corps et non pas le niveau d'étude ni la hiérarchie. Même dans notre propre secteur. Nous tous, nous sommes de la hiérarchie A, mais il y en a d'autres qui sont de la hiérarchie A, qui ont plus de 600 000 francs de salaire par rapport à nous-mêmes et dans une même administration publique. Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est-à-dire, même dans notre propre secteur, il y a un dérèglement extrêmement grave qui se passe dans notre propre secteur. À plus forte raison que dans les autres secteurs de la fonction publique. Et nous demandons à ce que ces gens-là puissent les régler. Il y a la finalisation du processus de reclassement, aussi bien des infirmiers d'État, des sages-femmes et des techniciens supérieurs qui doivent être à la hiérarchie A parce qu'ils ont passé de corps. Et ça, c'est depuis 2009. Hein. Il y en a même qui sont partis à la retraite sans pour autant bénéficier d'avantages statutaires liés à leur diplôme. Et c'est une extrême gravité. Mais aussi, il y a la régularisation du personnel des collectivités territoriales. Parce que quand on signait le 22, l'accord avait bien stipulé de se référer à l'article 29. L'article 29 a dit que tout ce que les agents de santé ont, en tout cas les agents de la fonction publique, c'est ce qui des collectivités locales vont l'avoir parce que c'est une fonction publique locale. Donc le médecin qui est à Ojip, ce qu'il a, le médecin qui est à Mam Abdou doit l'avoir. L'infirmier qui est à Dakar Plateau, ce qu'il a, les autres infirmiers doivent l'avoir. Et c'est ça qui doit être dans le... Nous avons demandé aussi la définition de critères d'allocation budgétaire. Ce que nous constatons dans notre pays est qu'il n'y a pas de critères d'allocation pour la subvention des hôpitaux. On a 45 établissements publics de santé. Et sur les 45 établissements publics de santé, l'État ne donne en subvention que 30 milliards à partager aux 45 établissements publics de santé, sur un budget de 261 milliards. Et vous nous dites que vous voulez une couverture sanitaire universelle, alors que si vous divisez les 260 milliards, ça ne fait même pas, je ne sais pas, 2% ou 30%, 20% du budget. Et ça pose un problème. Et ce qui est grave et ce qui nous a toujours inquiétés, est que dans la loi des finances de cette année 2025, nous avons constaté qu'il y a eu des ponctions au niveau de la santé de base de 21 milliards et une autre ponction de 9 milliards sur la santé de référence concernant les hôpitaux, ce qui fait presque 30 et quelques milliards. En ce qui concerne le problème relatif à l'indemnité de logement, une enveloppe de 8 milliards avait été faite. Et hier, on a encore reposé la question au ministre, est-ce que dans la loi des finances de cette année, ces 8 milliards et quelques ont été reconduits ou pas? Ils ne sont pas en mesure de nous dire. C'est pour ces raisons que même ceux qui devraient recevoir leur indemnité ce mois-ci, ils n'ont pas reçu. C'est nous seuls les fonctionnaires qui avons reçu. Mais tous les contractuels du ministère n'ont même pas reçu leur indemnité de logement et autres. Ce qui est une inquiétude pour nous-mêmes et il faudra qu'ils nous édifient sur ce point précis. Il y a la situation de définir des critères d'allocation parce qu'aujourd'hui, vous voyez l'hôpital de Ojip où je suis a une subvention de 2 milliards sur un budget de 10 milliards. C'est-à-dire les 8 milliards restants, c'est Ogi qui doit aller les chercher. Mais c'est plus grave au niveau de l'hôpital de Pikine. À Pikine, ils n'ont même pas 500 millions de subventions que l'État leur donne. Et Pikine, c'est la banlieue, c'est pratiquement la deuxième ou la troisième ville du Sénégal. Alors que Ogi se trouve dans une capitale où il y a Fan, il y a Dantec, où il y a d'autres structures. Donc sur quelle base on donne à Ogi 2 milliards et qu'on donne à Pikine, qui est un département, 500 millions? Ça aussi, ça pose un problème. Ça pose le débat sur comment nos budgets sont élaborés. Qui les élabore? Qui fait l'arbitrage? Parce qu'un budget doit refléter les indicateurs sanitaires. C'est sur cette base qu'on doit orienter notre budget et non pas faire du couper-coller.
Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé, ce qui nous a mis dans cette situation-là un peu difficile. Il y a aussi une félicitation qu'on envoie. Parce que vous avez vu, vous étiez tous là-bas le vendredi passé, au niveau du siège de la CNTS, où toutes les centrales syndicales étaient réunies, tous les travailleurs de tous les secteurs, même ceux qui ne sont pas syndiqués. C'est pour montrer à l'État que les gens sont décidés. C'est pour montrer à l'État que les gens sont déterminés. C'est pour montrer à l'État que quel que soit Alpha, ce que nous n'avons pas offert à Abdou Diouf, ce que nous n'avions pas offert à Macky Sall, nous n'allons pas l'offrir à qui que ce soit. Et qu'il est impératif que les gens aillent vers un dialogue. C'est pour ces raisons que nous félicitons l'ensemble des secrétaires généraux des centrales syndicales pour leur position et ce qu'ils ont eu à faire le vendredi passé. Et nous leur demandons de continuer dans cette dynamique unitaire. C'est vrai, on nous demande de faire un pacte social. Nous avons été très clairs avec les secrétaires généraux des centrales. Nous sommes des responsables au niveau des syndicats de base. On les a dit qu'il n'y aura pas de pacte tant que le passif ne sera pas réglé. Il n'y aura pas de pacte tant que le passif ne sera pas réglé. Donc, s'ils les signent, ça n'engagera que. Mais nous qui sommes sur le terrain, tant qu'on ne réglera pas de problème, on ne promet à personne qu'on va arrêter la lutte. Ça, que ça soit aussi très clair par rapport au gouvernement. Il y a aussi le rapport sur la gestion du pays. Nous sommes scandalisés. Et pourtant, nous avions toujours alerté. On nous a sorti le rapport de la Cour des comptes. Mais nous avons toujours dit que, comme disent les Wolofs, il ne faut pas attendre que Diane Guidem Gueye Dorti Watak. Ce que nous avons constaté, et ce que nous avons constaté toujours, on attend 3 ans, 4 ans pour nous sortir des rapports de gestion. Au moment où ces rapports-là sortent, c'est ce qui ont fait, les dégâts sont déjà partis. Est-ce qu'il ne faudra pas mettre un mécanisme d'alerte et de contrôle qui évitera ces situations, au lieu d'attendre à ce que les dégâts soient là pour qu'on essaie de les constater? Qu'est-ce qu'on fait? On met les gens en prison. Quelques mois après, ils vont sortir. Mais le dégât est là. Quand on vous parle d'une dette de presque 18 000 milliards, et qu'aujourd'hui, dans ce pays, on n'est pas en mesure de pouvoir répondre à la demande sociale, tout simplement parce qu'on doit rembourser. Et qui doit rembourser? C'est des générations futures, ce sont nos enfants. Mais on demande à ces autorités que ça ne soit pas une chose orientée, que la lumière soit faite et que les responsables puissent payer de leurs actes. Et ça, c'est extrêmement important. Si la rationalisation aussi des effectifs, nous avions entendu que le gouvernement va dans le cadre de la rationalisation. Nous disons que nous applaudissons des deux mains. Si réellement l'objectif est de rationaliser, parce qu'il y a eu beaucoup de dérapages dans le cadre du traitement des agents, surtout avec des connotations politiques. Il y a combien d'agences dans ce pays? Mais ce que nous avions constaté, quand les gens sont arrivés, on a enlevé que les têtes de ce qui était au niveau de ces agents ou bien de ces structures. Mais on n'a pas supprimé ces structures. Et on les a fait remplacer par d'autres personnes, dont beaucoup même n'avaient même pas de matricule de solde. Ça veut dire qu'ils n'étaient même pas des fonctionnaires et qu'ils étaient à leur premier poste. Donc qu'est-ce qui les intéressait? C'est pour ces raisons que nous disons que si aujourd'hui on doit rationaliser, c'est à ce niveau qu'il doit faire revoir et que nous exigeons encore la mise en compétition des postes. Nous demandons la mise en compétition. Tout le monde ne peut pas faire de la politique. Il y a des gens qui ont choisi d'être des commis de l'État, d'être des fonctionnaires et de servir leur pays. Et non pas d'attendre à ce qu'on vous donne un poste politique. Ça nous est arrivé dans le secteur de la santé. Tous ceux qui ont été nommés politiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont remplis dans nos structures de personnel non qualifié. Parce que si on a des gens qui ont fait ñu am lu la jox balaa ngay def leen ñoom ngay da nga leen di sédd mais mënoo leen sédd tu ne peux pas leur donner que ce dont vous disposez, c'est de les trouver des postes. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnel non qualifié dans nos structures sanitaires. Et ça, c'est dangereux pour nous-mêmes, c'est dangereux pour nos malades, c'est dangereux pour la population. Et il faut arrêter. Donc, comme les disent, on a l'habitude de dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. On a parlé de réduction des salaires ou autres. Nous, ça ne nous ébranle pas. On a dit que c'est une stratégie de communication. Et la stratégie de communication, c'est quoi? C'est comme on dit en Wolof,
je viens voir Arona bugg ko ñaan xaalis Arona me voit venir il me dit mais sa waay amuloo foofu loo ma lebal ñaar fukk xam nga kooku dootu la laajati mais ñun xamuñu ni ñu bu ñu commencé communiquer du tey on s'est battu depuis plus de 20 ans ñun ñoo leen mag xam nañ fu ñu jëm fépp fu ñu dem rek koj nañ leen fa te bu ñu toogul waxanteeg nit ñi lu muy gën a yàgg di gën a metti pour ñoom loolu nañ ko xam de façon très claire et très nette. On parlera sur la situation aussi des collectivités territoriales. Je reviendrai, c'est extrêmement important. Pour vous dire, discuter avec des personnes qui maîtrisent le secteur ne ferait que vous avantager. Quand la situation des collectivités territoriales s'est déclenchée, après la signature, on les a dit, le problème est facile à régler. Ils nous ont dit, oui, c'est 16 000 personnes. Les 16 000, ça fait 22 milliards. On vient d'arriver, on ne le peut pas. On les a dit, mais écoutez les gens. Heureusement, j'ai entendu l'autre jour le ministre Balla Moussa Fofana qui reconnaît que ce que les syndicalistes ont proposé, c'est ce qu'ils vont faire. Effectivement. Parce qu'on leur a dit, nous ne pouvons pas, nous sommes des syndicalistes, hein, mais nous ne défendons pas l'indéfendable. Nous savons qu'il y a beaucoup de politiciens qui remplissent les mairies de personnel non qualifié. Et ça ne nous engage pas. Mais on les a dit, on a une fonction publique locale, c'est ce qui répond aux critères. Donnez-leur ce qu'ils leur doivent. Et quand on a fini de faire le fichier, on s'est rendu compte que ce qu'on évaluait, ce n'était même pas le cas. Donc finalement, on s'est retrouvé avec moins de 1 milliard par mois. Ça, est-ce que ce régime-là ne fait pas? Il y a la situation aussi de l'hôpital de Dantec. Jusqu'à présent, on nous avait dit 18 mois. On est à combien de mois? On ne l'a pas encore ouvert. Il faut qu'on l'ouvre pour qu'on puisse le faire. Donc pour les collectivités territoriales, nous sommes convaincus qu'on n'avait pas besoin de rester pendant 2 ans pour vivre cette situation. On n'avait pas besoin. C'est la même chose qu'on disait dans le cadre du reclassement des techniciens supérieurs. Parce que les gens ont obtenu leur diplôme, le décret 2018-1430 existe, il suffisait uniquement d'entamer la procédure. Et c'est parce qu'il y a un seul corps, le corps des ingénieurs biologistes, qui ne répondait pas aux normes du décret 2018-1430, et on a voulu retarder des personnes depuis plus de 4 ans ou 5 ans, ce qui n'est pas normal. Donc sur ce, nous demandons à ce que les gens puissent avoir de faire cela dans un cadre bien précis. Donc nous demandons à l'État, avec les collectivités territoriales, de pouvoir finaliser cet état de fait. Donc pour les revendications, surtout à incidence financière, dans le cadre du recrutement du personnel, nous avions fait des propositions aussi. Je le rappelais hier à M. le ministre de la Santé, je lui ai dit, regardez votre mail le 6 juin 2024. C'est-à-dire lorsque vous venez d'arriver au pouvoir et qu'on vous parlait de recrutement et qu'on devrait faire la loi rectificative des finances, on leur a fait savoir qu'on peut faire régulariser ces mêmes personnes sans pour autant que l'État ne débourse un seul franc. Partout où vous entendez, ils n'ont pas les moyens pour recruter. Et pourtant, ils ont promis de recruter 2900 gendarmes. C'est une bonne chose. Récemment, vous avez entendu qu'ils vont recruter 2000 enseignants. C'est une très bonne chose. Mais j'ai dit, celui qui pense qu'il est nécessaire d'avoir des forces de défense et de sécurité, jusqu'à en recruter 2900, celui qui pense qu'on doit assurer l'éducation de nos enfants, jusqu'à en recruter pour un recrutement spécial de 2000, cette même personne, depuis 4 ans, ou ce même État, refuse de recruter un personnel soignant, qu'il soit médecin, infirmier, sage-femme ou autre. Comment on peut l'expliquer? Ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Je les ai dit, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous continuez à exploiter ces personnes dont certains sont dans la contractualisation depuis 10 ans. Ce qui est grave, ce que nous sommes en train de revendiquer dans le cadre de cette contractualisation, qu'on doit reverser dans la fonction publique, ils l'ont réglé avant-hier avec les enseignants, surtout le corps des décisionnaires. C'est la même situation des agents de santé. Mais ces corps des décisionnaires aujourd'hui ont bénéficié et on les reverse même dans le cadre du FNR. Mais ces mêmes corps d'enseignants sont régis par la loi 61-33 portant statut général des fonctionnaires. C'est la même loi qui nous régit. Même si les statuts qui sont au nombre de 33, les statuts particuliers diffèrent. Mais comment voudrez-vous, dans une même administration publique, vous prenez un corps qui a le même problème que les autres corps, au lieu de le régler globalement, vous choisissez un groupe. Je ne dis pas qu'on ne doit pas régler le problème des enseignants. Mais comme nous, au niveau de la santé, nous sommes les parents pauvres. Il n'y a personne qui porte nos revendications.
Mais comme on ne porte pas nos revendications, nous sommes obligés, nous, à notre niveau, de le faire. Donc, c'est pour ces raisons que nous allons terminer. Vous remercier pour votre attention d'avoir été très long, mais il fallait qu'on explique pour que les gens comprennent la situation dans laquelle nous vivons. Et aujourd'hui, cette lutte va continuer jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Et c'est ce qui nous a amenés aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.